Donc remettre des financements aux Sénégalais de la diaspora demain vendredi. Bonsoir à tous. Le président de la République a honoré aujourd'hui d'illustres hommes et femmes qui, toute leur vie durant, ont servi la nation avec dévouement et loyauté. Il s'agit de 45 récipiendaires décorés dans l'Ordre national du Lion et l'Ordre du Mérite, le couronnement d'une vie marquée par l'excellence, le sens du sacrifice et l'incarnation de grandes valeurs morales. Pape Biram Bigandiaï. C'est un banquet de prestige, le rendez-vous de toute la République qui honore ses dignes fils. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un acte républicain de haute portée qui consacre des hommes et des femmes méritants dans nos plus hautes distinctions nationales. C'est également un exercice plein d'humanité qui rappelle à juste titre les valeurs fondatrices de la République. C'est enfin un cours magistral sur la vertu qui vise à bâtir une véritable conscience citoyenne. Le président de la République Macky Sall, dans ses habits de grand maître de l'ordre, fait entrer ces illustres hommes et femmes dans le panthéon des immortels au trône de la gloire. L'instant est sacré pour cette élite vivante d'une nation reconnaissante qui leur rend hommage. Aujourd'hui, ils sont 45 récipiendaires, issus de plusieurs milieux socio-professionnels, à recevoir les prestigieux insignes de dignitaires. À tous, je dis félicitations pour leur brillante promotion dans nos ordres nationaux. En leur remettant ces hautes distinctions, j'ai une pensée pour les illustres disparus qui ont également porté les valeurs de nos ordres nationaux. Je veux citer l'artiste sculpteur Ousmane Sow et le journaliste Bara Diouf, dont les œuvres resteront à jamais gravées dans notre mémoire collective. En plus de leur talent et de leur créativité, ces hommes ont incarné de grandes valeurs morales, faites d'engagement, de dévouement et de sacrifice. Ce sont des êtres d'exception, de divers horizons professionnels qui ont servi leur nation avec dévouement, loyauté et engagement. Ils sont offerts en exemple à la jeune génération. Au moment où notre jeunesse a plus que jamais besoin de repères et de modèles, vos qualités morales, professionnelles et intellectuelles sont à donner un exemple. L'édification d'une nation est une œuvre de longue haleine qui exige l'engagement quotidien de femmes et d'hommes aux qualités éprouvées et à la vertu infaillible. Au prix d'innombrables sacrifices, ils ont atteint les sommets de l'excellence. Et à l'heure d'une distinction exceptionnelle, c'est le couronnement de toute une vie marquée par un sens élevé de patriotisme et d'humilité. Des valeurs qui font la grandeur de ces hommes et femmes au moment où l'éveil des consciences demeure une nécessité. La restauration des valeurs citoyennes est une étape indispensable si nous ne voulons pas rater le train de l'avenir. Nous devons faire une introspection à tous les niveaux et assumer pleinement nos responsabilités tant au niveau des familles, de l'école et de l'État, pour extirper les maux qui gangrènent notre société. Ils ont été 45 récipiendaires à avoir reçu ces distinctions des mains du président de la République Macky Sall. Des décorations dans l'Ordre national du Lion et dans l'Ordre du Mérite.
De grands moments d'histoire, de symboles et d'émotions pour ces illustres serviteurs de la nation. Ils se sont sentis fiers d'avoir été honorés par la nation, des distinctions qui constituent pour les récipiendaires une marque de reconnaissance après plusieurs années de bons et loyaux services. Ils ont été également sensibles au message du chef de l'État qui les a cités en exemple. Voici la réaction de quelques récipiendaires. Je commence d'abord par remercier M. le Président de la République qui a bien voulu m'honorer en me levant à ce grade de dignitaire. Bon, surtout, moi, les mots me manquent vraiment pour déterminer, pour dire ce que je ressens réellement. Mais quand même, je remercie aussi ma famille, ma femme et mes enfants qui sont venus de loin pour assister à cette manifestation. Je remercie aussi toute la communauté sportive du Sénégal, en particulier le Djaraf, cette grande école de vie qui m'a vu naître, qui m'a accompagné durant toute ma jeunesse. Moi, je remercie tout le monde et je pense que c'est la reconnaissance aussi d'un travail accompli, aussi bien dans ma carrière de football international durant de longues années, et de mon travail, de ma vie d'entrepreneur engagé au service de son pays. C'est une grande fierté de figurer parmi les récipiendaires et d'être honoré par le chef de l'État. C'est une grande marque de temps de travail qui a été fait par la plus grande loyauté. Et je remercie mes parents de m'avoir donné une bonne éducation. Et j'offre ça à ma mère, à ma sœur, à mes frères et à toute la famille. Honoré et fier à la fois, honoré d'avoir été pris en exemple pour la jeunesse, fier d'avoir appartenu aux ordres nationaux du Sénégal. Et ça fait toujours plaisir lorsqu'on sait que l'État a pensé à vous et vous offre un exemple à la jeunesse dans un domaine qui n'était pas très évident, c'est un peu le domaine de la communication. Après tant d'années, bon, on est quand même très content d'avoir été cité en exemple par notre corporation. Ah, c'est un grand honneur. Nous sommes vieux soldats, j'ai fait 40 ans de service. J'ai servi à travers le pays et en dehors du pays. Alors recevoir un honneur comme ça de la part du président de la République, c'est un très grand honneur. L'absence de repères est un danger pour une nation. Les jeunes ont besoin d'avoir des signaux. Ils prennent le cap en direction de ces signaux pour pouvoir s'identifier par rapport à leur réalité. Un Sénégalais, c'est une éducation de Sénégalais, c'est un comportement, une façon de faire, une façon de dire qui fait que avoir des exemples, nous tous, on avait des exemples quand on était jeunes. Et là, je pense que le meilleur moyen de pousser les jeunes au travail, c'est de faire la promotion des travailleurs. J'ai fait une longue carrière dans l'administration sénégalaise. C'est la première fois que je reçois des mains du chef de l'État, les insignes. Et j'en suis honoré, j'en suis fier. D'ailleurs, je rigolais tout à l'heure en disant à un de mes amis, je suis content comme un enfant. Parce que ce que le président a dit et ce que le grand chancelier aussi a répété avant lui, c'est que cette distinction, ce n'est pas seulement l'insigne qu'on met sur votre poitrine, c'est le symbole. Nous avons traversé plusieurs régimes, plusieurs chefs d'État. À chacun, nous avons pris l'essence. Et aujourd'hui, le chef de l'État, le président Macky Sall, nous honore. Mais en même temps, il nous met à la face de la jeunesse. Et c'est important. Ça veut dire que nous avons toujours essayé d'être exemplaires, mais aujourd'hui un peu plus. Et c'est ça le grand défi. Vous pourrez suivre après ce journal une page spéciale consacrée à cette cérémonie de décoration qui s'est tenue à la salle des banquets du palais présidentiel. Paludisme, les députés s'engagent aux côtés du programme national de lutte. Il s'agit là de la formalisation de l'action des parlementaires en faveur du PNLP. Entre 2009 et 2015, la prévalence du paludisme a baissé de moitié grâce à la conjugaison des efforts. Dans certaines parties du Sénégal, le stade de pré-élimination est atteint. Oumar Djawa. Le paludisme préoccupe les parlementaires car même s'il régresse, il reste encore un problème de santé publique pour bon nombre de pays en développement. Ainsi, de 2009 à 2015, la prévalence a baissé de plus de la moitié, passant de 3% à 1,2% dans notre pays. La préélimination n'est plus un mirage. Nous avons diminué de pratiquement 50% le nombre de cas de paludisme depuis 2009.
Et donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller vers la préélimination du paludisme. C'est un enjeu ambitieux. Cette évolution qui traduit un allègement du fardeau du paludisme a été obtenue grâce à l'engagement fort de différents acteurs, dont les députés. Le plaidoyer était là. Maintenant, c'est les actions concrètes que nous voulons justement mener ensemble avec le programme national de lutte. Dans la distribution des moustiquaires, dans la sensibilisation. Une cinquantaine de députés ont renouvelé leur engagement en faveur des actions de lutte conduites par le PNLP, un soutien constant mais cette fois-ci formalisé. Nous avons avec nous des partenaires engagés, des partenaires motivés et des partenaires qui savent que leur présence et leur action nous aideront vraiment à éliminer le paludisme au Sénégal. D'une certaine façon, les députés constituent des interfaces entre les populations et les politiques, des relais au contact des communautés qui promettent d'inscrire la lutte contre le paludisme dans leur discours de campagne pour les prochaines législatives. Que l'on puisse faire comprendre aux populations que nous ne sommes pas là parce qu'on veut être député. Non, nous sommes là parce que nous voulons réellement prendre les problèmes des populations en charge. Parmi ces problèmes, il y a justement la lutte contre le palud. Les résultats déjà acquis sont fragiles et sont à consolider. L'incidence palud reste encore forte dans les zones méridionales du Sénégal. Les députés sont prêts à contribuer à l'objectif zéro palud en ligne de mire. Ils se sont engagés. Quel est le tableau qu'offre le secteur de l'artisanat face à la commande publique et la mise en œuvre du projet immobilier national? Les acteurs se sont réunis ce matin afin d'évaluer. Les résultats montrent que les entreprises locales sont maintenant outillées et l'environnement leur permet de postuler et de gagner les marchés. Amilo Diop. L'accès à la commande publique des artisans intéresse au plus haut niveau les autorités. L'État du Sénégal est conscient que le secteur de l'artisanat peut faire décoller l'économie nationale. Cette prise de conscience est à l'origine de l'augmentation du budget du département de tutelle et la mise en œuvre de différents projets comme le mobilier national. Le président Macky Sall accorde une place et un rôle important au secteur artisanal dans la politique de création d'emplois et de relance de l'économie nationale. Des entreprises artisanales sénégalaises sont présentes également dans le textile entre autres secteurs. La directive présidentielle demande à ce que 15% de la commande publique soit attribuée à des entreprises locales. 145 artisans de la région de Dakar ont été formés en production de mobilier de bureau et d'appartements. 15 cordonniers en production de bottes militaires et 30 chefs d'entreprise et membres d'organisations artisanales en technique de passation de marché. 40 maîtres menuisiers bois dans la région de Ziguinchor, 30 dans la région de Tambacounda en fabrication de mobilier de bureau. Ces formations ont permis aux entreprises locales de gagner, pour la première fois dans l'histoire de la commande publique, 20 lots sur 38 prévus pour les 2 appels d'offres de la DMTA pour un montant global de 800 millions de francs CFA. Vous pouvez en tout cas être rassuré de l'accompagnement constant du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Tous nos services impliqués dans ce processus resteront attentifs à vos préoccupations et continueront de cheminer ensemble avec vous pour que les attentes des plus hautes autorités de l'État à l'égard de nos artisans soient réalisées. Au cours de cet atelier, les acteurs ont exprimé toutes leurs préoccupations. Une oreille attentive leur a été prêtée. L'objectif reste le même pour tous les acteurs, faire du secteur de l'artisanat un levier de développement. Et puis le Sénégal veut intégrer le top 100 du classement Doing Business d'ici 2019. La révélation est faite par l'APIX qui présentait ce matin sa feuille de route. L'agence veut mettre une trentaine d'actions pour impacter 6 indicateurs du Doing Business et renforcer l'attractivité de notre pays. Nous retrouvons Amilou Diop. Dans le classement Doing Business 2016, le Sénégal fait partie des 150 pays qui présentent un environnement des affaires très attractif. D'ici 2019, l'APIX veut faire intégrer à notre pays le top 100 du classement, ceci en proposant une trentaine d'actions en vue d'impacter 6 indicateurs du classement Doing Business. On ne traîne pas, c'est qu'on veut accélérer. C'est pas pareil. Nous avons déroulé des bons progrès, 31 places de gain de rang. On veut aller vite, on veut le faire très bien, parce que c'est la seule façon
de construire une plateforme d'environnement des affaires qui va attirer de manière définitive les investisseurs. Avec 17 réformes phares dans le plan Sénégal émergent, le Sénégal déroule sa feuille de route pour améliorer certains indicateurs. La PIX prend les devants et affiche son ambition. Au niveau des investissements privés, le Sénégal progresse d'année en année de 24 à 25%. Au niveau des investissements directs étrangers, on est autour d'une fourchette de 8 à 9% d'année en année. Donc les réformes qui ont été faites, jugées efficaces et pertinentes par rapport aux évaluateurs de la Banque mondiale, démontrent qu'on ne fait pas des réformes que pour les faire. Les résultats sur le bond significatif au niveau des investissements privés démontrent aussi qu'il y a du retour sur investissement par rapport à nos réformes. L'objectif 2018, c'est que le Sénégal fasse partie du top 100 mondial. Parce qu'il ne faut pas confondre les aspects. Et au niveau Afrique, il faudrait qu'on reste dans le top 5, au moins. En termes de création d'entreprises, de protection des investisseurs, de raccordement à l'électricité, entre autres, le Sénégal a des atouts considérables. Mais il faut aussi d'autres réformes. Le Sénégal travaille dans ce sens avec toujours comme objectif booster la compétitivité des entreprises. L'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, a remis il y a 2 jours des chèques à plus de 600 jeunes de la région de Dakar afin de leur permettre de démarrer une activité génératrice de revenus. Notre reporter est allé à la rencontre de 2 bénéficiaires de ces programmes d'auto-emploi de l'ANPEJ. L'un est déjà en activité, l'autre a démarré ses démarches pour lancer son atelier de couture. Quel est l'impact de cette initiative du gouvernement? La réponse dans ce reportage. Nunay Aïdaja. Faire partie de l'initiative Jeunes en faveur de l'auto-emploi de l'ANPEJ est une source supplémentaire de motivation pour Amina Pouy. Freelance dans la couture, cette jeune licenciée en transport logistique va pouvoir démarrer son propre business grâce à ses fonds de l'ANPEJ. La rencontre avec ANPEJ a été par le biais d'un ami à qui j'ai parlé de mon projet. Il m'a proposé d'aller à ANPEJ. Bon, par la suite, je suis allée. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont suggéré les papiers à fournir et le projet pour ensuite pouvoir être parmi les bénéficiaires de l'ANPEJ. Et 2 millions de francs CFA mis à sa disposition avec un accompagnement rigoureux pour mener à bien ce projet. Je suis partie à la banque. Ils m'ont expliqué que le décaissement ne se fera pas d'une manière globale. Ça se fera d'une partie. La première partie, ils vont m'accompagner pour acheter les machines, louer le local et verser la location en avance. L'autre partie, c'est pour acheter les tissus, pour commencer le travail. Ils nous ont permis de travailler pendant 3 mois pour commencer à rembourser. Et bon, nous allons rembourser l'argent pour une délai de 3 ans. Comme Amina, ils sont plus de 600 jeunes à bénéficier de ces chèques, rien que dans la région de Dakar. Avec 2500 emplois attendus à terme, l'État a accepté de prendre en charge la garantie en mettant 1,5 milliard pour permettre à ces jeunes d'accéder au crédit. Sur 3600 demandes de financement, les 800 étaient de la région de Dakar. On a voulu commencer par Dakar, mais je voudrais rassurer les autres régions. On viendra dans toutes les 13 autres régions et on financera les jeunes qui sont porteurs de projets ou bien qui sont détenteurs d'une idée de projet. On n'aura jamais de ressources suffisantes pour financer toutes les demandes. Et nous avons ce qu'on appelle un principe de revolving, qu'on essaie de financer à certains qui sont accompagnés pour ensuite rembourser et pour permettre à d'autres d'en profiter. C'est dire donc que le remboursement est une exigence pour que d'autres jeunes puissent avoir la même chance. Prendre l'exemple de Chertigan Dem qui, il y a plus d'1 an et demi, avait bénéficié de ce financement de l'ANPEJ. D'abord on versait 85 000, après on a 75 000, étape, toujours. J'ai reçu un financement de 2 millions de francs CFA de l'ANPEJ. Je travaille et je verse à la banque qui me coupe entre 73 000 et 80 000 francs. En ces temps difficiles, j'exhorte tous les jeunes à se rapprocher de l'ANPEJ car il y a des possibilités là-bas. Et si vous avez l'opportunité de bénéficier d'un prêt, soyez engagés à le rembourser. Donc, je encourage les jeunes. Donc, pour gérer lolo.
Ce programme permet à l'État de lutter contre le chômage des jeunes par la promotion de l'auto-emploi. Aminata Pouy fera-t-elle comme Chertiyan Dem? Rendez-vous dans quelques mois pour en juger. Le potentiel fiscal du Sénégal est actuellement estimé à quelques 1695 milliards, chiffre de 2015. Cependant, 213 milliards, c'est le cap à combler pour atteindre ce montant et faire face en partie aux besoins économiques du pays avec des ressources propres. Un challenge énorme dans un contexte où l'aide publique au développement ne saurait être le seul support. Le nouveau Code général des impôts et celui des douanes pourraient aider à atteindre les objectifs. C'est la rubrique économie avec Abdou Mbaye. Les impôts, la douane, deux mamelles nourricières de l'économie. Dans un contexte où les ressources se font rares, où l'aide publique au développement a subi de plein fouet les tensions de l'économie mondiale, il faudra compter sur ses ressources propres. Surtout quand on est un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a une réputation à préserver. Le Sénégal est bien coté. Si vous avez un bon cadre macro, si vous réalisez une bonne performance, ça vous donne de meilleures perspectives en termes de financement des ressources extérieures. Donc nous avons plus facilement accès aux ressources extérieures, que ce soit des marchés financiers ou des marchés intérieurs à l'échelle de l'EMO. Mais naturellement, il nous faut compter davantage sur nos ressources propres. Les marchés financiers sont très volatiles, les conditions de financement ne sont pas déjà. Même s'il y a des mécanismes de couverture, au départ, il y a toujours des risques. Il y a aussi un risque de sèchement des fonds prêtables sur ces marchés. Donc on avait besoin de compter davantage sur des ressources propres. Ces ressources propres sont à trouver dans les recettes fiscales et douanières. Face à l'incapacité des pays riches à respecter leur engagement à allouer 0,7% de leur richesse à l'aide publique au développement, il faudra faire recours à son potentiel fiscal. Et le Sénégal a tablé sur 1695 milliards cette année. Les 1695 milliards dont vous avez fait mention, il ne s'agit pas en fait de ce qui a été recouvré. C'est ce qui est le potentiel fiscal, c'est-à-dire le maximum qu'on aurait pu atteindre si toutes les conditions étaient remplies. C'est-à-dire s'il n'y a pas... C'est les conditions idéales. S'il n'y a pas de fraude, s'il n'y a pas d'évasion fiscale, si tout se passe bien en gros. S'il y a une bonne rationalisation des exonérations fiscales. D'ailleurs, ce sont les facteurs qu'on a identifiés comme raison du gap qu'il y a entre ce qui a été recouvré et ce maximum. Et pour atteindre ce maximum et combler ce gap, 213 milliards sont à chercher. Le Sénégal a très tôt flairé le coup en adoptant en 2012 un nouveau Code général des impôts, un Code général des douanes plus souple pour les opérateurs économiques, permettant ainsi à la douane sénégalaise de jouer sa partition dans l'effort de collecte et de mobilisation de ressources internes. À la date de novembre 2016, nous avons eu à engranger un montant qui avoisine les 17 milliards et poussières. Ce 17 milliards, c'est le résultat des efforts de lutte contre la fraude sur l'étendue du territoire. Cela s'entend au niveau de toutes les directions régionales. Tous ces résultats de 17 milliards, c'est le cumul des efforts fournis par l'ensemble des agents de l'administration des douanes. C'est notre cœur de métier que de lutter contre la fraude. La pilule fiscale est difficile à avaler par le contribuable sénégalais. Faudrait-il qu'il soit suffisamment sensibilisé de l'importance de l'impôt dans une économie? Il y a une loi qui a subsisté, c'est la loi portant zone économique spéciale intégrée. Après l'adoption du droit commun incitatif, il y a une autre loi sur le pôle touristique de la Casamance, les incitations pour favoriser un peu le pôle des entreprises qui sont installées dans le pôle touristique de Casamance. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, à côté du droit commun incitatif, il existe deux textes dérogatoires qui sont là. C'était pour préparer surtout les paquets d'investissement contenus dans le PSE. Et aujourd'hui, nous avons même des projets, un projet de loi portant incitation fiscale et douanière pour les zones, disons, économiques, les S. La collecte de recettes fiscales doit prendre en compte certains méfaits, comme la corruption, car son faible niveau dans un pays est synonyme d'un potentiel fiscal élevé, d'où l'urgence de la combattre par tous les moyens. L'énergie durable pour tous, pour un développement économique et social équilibré. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, s'attelle à atteindre cet objectif. L'intégration du genre dans les politiques énergétiques reste cependant une des préoccupations. Le ministère de l'Énergie, en partenariat avec ONU Femmes, entendent prendre à bras le corps cette question. Ils ont tenu un panel ce matin sur la thématique genre et énergie. Fatou Sakho.
Créer des plans et politiques sensibles au genre, éliminer les obstacles à l'investissement liés à l'énergie, équilibrer l'accès à des solutions énergétiques durables sont les objectifs mondiaux auxquels le Sénégal a souscrit afin d'améliorer le bien-être économique et social des femmes. L'impact de l'aspect genre au niveau du secteur énergie est fondamental. 50% de l'énergie finale consommée est due à la biomasse. Quand on regarde également d'autres aspects, comme l'économie et la maîtrise de l'énergie, ou même la lutte simplement contre les risques électriques, dans tous ces volets, mais ce sont les femmes qui sont au premier plan. Des femmes qui, malgré leur rôle principal dans la consommation et la production d'énergie, rencontrent encore quelques difficultés à satisfaire leurs besoins en énergie durable. Ces besoins, c'est d'avoir déjà de l'électricité. C'est la première chose, d'avoir une énergie moderne, parce que on se rend compte dernièrement avec toutes les actions qui ont été menées par le président de la République que c'est vers ce qui est moderne, vers la modernité que tout le monde aspire. C'est pourquoi dans le cadre du programme mondial conjoint sur l'énergie pour tous, nous avons introduit ce petit projet pour pouvoir mettre en synergie les efforts déjà qui sont mis en œuvre au niveau national. Autant d'actions qui devraient permettre un accès universel à l'énergie. Cette année, il y a eu un apport en production d'électricité de presque 250 MW. Mais ça, il faudrait quand même que tous les acteurs à tous les niveaux puissent bénéficier donc de façon équitable de tous les investissements et de tous les résultats que nous avons obtenus à ce niveau. Ce panel sur genre et énergie a regroupé l'ensemble des acteurs pertinents afin d'échanger sur les enjeux de l'intégration du genre dans la stratégie énergétique nationale ainsi que la mise en œuvre des projets et programmes. Madame Natassa Mbaké, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur du FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, et demain, dans l'après-midi, vous procédez à la remise de financement destiné aux Sénégalais de la diaspora. Alors, comment va se passer cette cérémonie? Quels montants seront alloués à ces Sénégalais de l'extérieur et combien de personnes pourraient en bénéficier? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc demain, comme vous venez de le dire, nous avons la cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires de 2016. Il s'agit de 170 Sénégalais qui sont venus de plus de 22 pays d'Europe qui vont recevoir leur financement pour une enveloppe de 850 millions. Comme vous le savez, nous avons un budget de 1,6 milliard. Donc il restera toujours un peu d'argent que nous allons attendre les autres demandeurs. Et ces demandeurs vont pouvoir recevoir leur argent quand, leur financement quand, justement? Nous avons commencé le processus avec une journée de formation qui s'est passée il y a peut-être 2 semaines, le 8 décembre, pour vraiment mettre un visage sur le financement. Nous avons appelé tous les Sénégalais parce que la plupart ne sont pas sur place. Ils sont venus, nous avons passé une journée avec nos partenaires des banques, etc., pour vraiment parler du processus. Donc le processus a commencé et demain, ce sera la remise de chèques symboliques et aujourd'hui au bureau, vous imaginez un peu tous ces jours-ci, les gens viennent parce qu'il y a une procédure à suivre pour pouvoir recevoir les fonds. Et nous sommes cette année avec la COFINA pour cette campagne. Donc les Sénégalais pourront, à partir de lundi, recevoir leur virement. Demain, nous ferons la cérémonie officielle en présence sous la présidence du ministre. Alors quelles sont les procédures justement? Quels sont les critères pour obtenir ces financements? Voilà, donc il y a 2 fonds au FAISE. Je pense que c'est important de l'expliquer. Nous avons le financement, le FAISE traditionnel, FSE, financement des Sénégalais de l'extérieur, qui est là depuis 2008. Donc ces Sénégalais, selon les critères d'éligibilité qui vont du secteur d'activité à l'innovation, de la région où ils font le projet, des pays d'accueil, du nombre d'emplois créés, etc. Donc nous avons un système de pointage qui nous permet aujourd'hui de dire qui doit être bénéficiaire par rapport à d'autres. Mais vous savez, la demande est très forte par rapport à ce qu'on peut donner. Mais il y a aussi un fonds, le financement des femmes de la diaspora, qui est un fonds que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a mis en place en 2013 et qui permet aux femmes dans les pays d'accueil de faire de l'entrepreneuriat féminin. Donc, comme vous voyez, demain au Sénégal, nous aurons 170 bénéficiaires, mais nous avons à peu près 400 projets éligibles, ce qui fait qu'il faudra attendre un peu. Donc, on ne peut pas donner à tout le monde, mais vraiment, il y a de gros efforts consentis par le gouvernement, et en l'occurrence le chef de l'État, qui a fait de la diaspora sa 15e région et qui vraiment y croit
et qui fait beaucoup d'efforts pour les immigrés. Alors, on a l'impression que le FES finance beaucoup plus les femmes. On vous voit souvent, à travers la diaspora, remettre justement des financements à ces Sénégalaises-là. Je pense que c'est par rapport au voyage, mais en général, par exemple, je vais vous donner les statistiques de cette année. Pour demain, sur les 170 bénéficiaires, 46% sont des femmes. Le reste, ce sont des hommes. Par rapport au secteur d'activité de l'agriculture, l'agrobusiness, l'élevage, il y a beaucoup plus d'hommes qui demandent au Sénégal. Mais pour le financement des femmes de la diaspora est vraiment un outil que le président a mis en place pour aider les femmes qui ont des problèmes dans les pays d'accueil. Parce que, comme vous le savez, l'immigration en ce moment n'est plus ce qu'elle était. Mais les femmes ont appris à faire, par exemple, de la restauration, à être dans les salons de coiffure, de couture, etc. Donc le président de la République, en faisant le tour du monde avant son élection, a vraiment écouté et entendu cet appel des femmes, ce qui fait que les gens pensent que nous finançons plus, mais malgré cette discrimination genre, 70 à 78% des financements vont aux hommes. Alors la question du remboursement, on va l'évoquer, recevoir des financements c'est bien, mais après quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour que l'argent revienne justement au Sénégal? Voilà, je le disais tantôt, il y a des mécanismes que nous avons mis en place au FES qui n'existaient pas peut-être avant, il faut le dire, parce que pour l'instant, par exemple, nous ne finançons pas directement, nous allons à travers d'autres banques. Nous avons des partenaires bancaires. Cette année, c'est Cofina, l'année dernière, c'était CMS et on était avec le Crédit National, Crédit Agricole, etc. Les femmes ont fait des DAT et les banques financent. Il y a un système qui nous permet aujourd'hui d'identifier les Sénégalais parce qu'il faut vraiment prouver que vous êtes Sénégalais de l'extérieur. Il faudra avoir une carte consulaire, des papiers du pays d'accueil, etc. Mais il y a aussi la Société nationale de recouvrement que nous avons contactée depuis l'année dernière et nous avons un processus de partenariat qui aujourd'hui va nous permettre de recouvrer les fonds parce que c'est un peu un fonds revolving et je vous dirais que malgré la dimension, la discrimination genre, nous sommes à plus de 88% de recouvrement pour le financement des femmes de la diaspora. Dans chaque pays où nous avons placé de l'argent, ces femmes ont su rembourser et reprendre, ce qui fait que ce taux est beaucoup plus élevé que le taux du Sénégal. Mais nous avons un système mis en place aujourd'hui avec aussi l'effort du ministère de l'économie et des finances qui nous a assigné des comptables et les représentations diplomatiques qui ont aussi des comptables qui nous aident aujourd'hui dans le recouvrement. Alors, ces bénéficiaires reçoivent combien d'argent justement? Quels sont les taux? Pour cette année, c'est 5 millions pour tous les bénéficiaires en général, parce que comme vous le savez, la demande est très forte. Comme je l'ai dit, on ne peut pas... Enfin, il faut qu'on pense si on doit donner 15 millions à 100 Sénégalais ou bien 5 millions à 150 ou 200 Sénégalais. Par rapport au budget, nous sommes passés au FES d'un financement de 35% avant à 170 à 200 projets. Et depuis 2013, nous avons triplé le nombre de projets financés au Sénégal. Donc, comme vous le voyez, je pense que c'est important de noter les progrès, mais il y a beaucoup aussi à faire. Donc, malgré cela, nous sommes là et nous voulons vraiment traduire cette volonté du chef de l'État à faire de la diaspora sa 15e région, mais à tenir compte de l'apport que la diaspora a dans le pays, dans le Sénégal, et tout ce qu'ils font et ce qu'ils investissent dans ce pays en termes d'éducation, de famille, etc. Alors c'est bon, c'est pour demain alors, demain dans l'après-midi à 15h au Grand Théâtre National sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et tous les Sénégalais, j'en profite de votre invitation pour dire que tous les Sénégalais de la diaspora présents au Sénégal sont invités à cette cérémonie pour au moins une communication entre eux pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes. Merci Madame Nata Banké. Je rappelle que vous êtes administrateur du FES, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur qui procède à la remise des financements de l'année 2016. La problématique de la facturation des services maritimes, fret et prestations portuaires au menu d'un atelier du Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC. Il s'agit de mettre en place une commission qui va réfléchir sur les modalités de baisse et répondre ainsi à une vieille préoccupation des chargeurs. Hamidou Diop. Les chargeurs en formation pour voir comment contenir les coûts commerciaux de leurs expéditions. Pendant 2 jours, le COSEC les invite à réfléchir sur la problématique de la facturation des services maritimes. Dans la nomenclature des factures de nos opérateurs, il est important que les gens s'accordent sur un certain nombre de taxations.
Si on voit des taxations très élevées au niveau de l'Afrique, plus exactement, à la différence de l'axe Asie-Europe, il était important qu'aujourd'hui qu'on se retrouve avec tous les opérateurs pour qu'ensemble, qu'on puisse diagnostiquer les faiblesses de ces facturations-là, pour qu'ensemble qu'on puisse mettre sur place une commission qui permettra de suivre de manière efficiente. Tous ces acteurs veulent enlever la disparité qui consiste à faire payer aux pays en développement entre 40 et 70% de plus que les pays développés pour le transport international de marchandises. La législation actuelle, depuis la libéralisation des transports maritimes, la règle des 40-40-20 contenue dans le code de conduite des conférences maritimes est devenue caduque. Et dans ce cadre-là, les conseils des chargeurs ont un peu perdu donc la régulation des taux de fret. Ce séminaire regroupe à la fois des universitaires, des professionnels et il a la particularité d'être organisé en langue nationale. Au sortir de cette rencontre, ces 70 participants vont produire un mémorandum qui sera remis aux autorités. Un dispositif de surévaluation sera également mis en place pour faire baisser de manière effective la facturation des services maritimes. La cérémonie officielle marquant le début du Festival national des arts et cultures s'est tenue ce jeudi à Kolda. Le thème de cette année, patrimoine culturel, tourisme et développement durable. Une invite faite aux acteurs culturels de jouer leur partition sur ces questions qui les interpellent. Retour sur les temps forts avec Abdoulaziz Ban. C'est la délégation de la capitale qui a ouvert le bal lors de la cérémonie officielle du festival. Une cérémonie riche en couleurs tenue au stade régional de Kolda. Population de Kolda, nous vous remercions pour cette belle et forte mobilisation. Kolda est un terroir de culture, c'est-à-dire notre Fouladou est riche de sa diversité culturelle. Cette cérémonie officielle de la 9e édition du Festival national des arts et cultures est symbolique à un double titre. Au-delà des festivités, il s'agit de réfléchir à travers le thème sur des sujets d'actualité, patrimoine culturel, tourisme et développement durable. Le thème du FESNAC 2016 nous invite à travailler pour la satisfaction et le bien-être des populations qui n'ont que leur valeur culturelle intrinsèque comme force motrice pour asseoir un développement durable, inclusif et partagé. Dans un contexte de dégradation accélérée des ressources naturelles marquées par la coupe abusive et le trafic illicite de bois dans la région de Kolda et le sud du pays, cette réflexion que vous avez bien voulu engager, mon cher le ministre, traduit votre volonté d'apporter une solution durable à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Ces objectifs, c'est permettre aux Sénégalais de mieux se connaître, de mieux se découvrir, ce qui rapproche véritablement les uns et les autres. Mais un des objectifs, c'est de faire de la région pôle d'accueil un pôle de développement culturel et touristique. La valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, constitue également un enjeu important dans la prise en charge du renforcement et de la cohésion nationale et de la recherche de la paix. Monsieur le maire, Adjogi Djarama, Allah Djarama. Cette cérémonie officielle du FESNAC a été aussi l'occasion pour le ministre de la Culture d'offrir un studio d'enregistrement aux acteurs culturels de la région de Kolda. Après la cérémonie officielle, le comité scientifique du FESNAC a démarré ses activités à travers des panels. Ils ont échangé sur le thème du festival, patrimoine culturel, tourisme et développement durable. Le point avec Salusek. Le FESNAC, c'est aussi des réflexions. Pour cette 9e édition, différents panels seront organisés par le comité scientifique. Pour démarrer ces échanges, les panélistes sont revenus sur la diversité culturelle comme stratégie de promotion du tourisme. Le tourisme, pour conclure, est d'abord un phénomène culturel.
et les différentes étapes de son évolution le prouvent bien. C'est pourquoi il ne devrait pas être dissocié de la culture. La politique culturelle du Sénégal